Bon matin! Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de Carla et Paul. Carla Homolka et Paul Bernardo. Peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est un couple qui a effectué ensemble des meurtres. Avant ça, on va revenir un peu sur l'enfance de Paul et de Carla. Paul, il est né en 1994 en Ontario et il a vraiment une enfance assez compliquée. Son père est très violent avec sa mère et il vit dans un mauvais environnement, la maison est mal entretenue, il y a un problème d'hygiène. Durant toute son enfance, la mère de Paul va lui rabâcher que c'est une personne antipathique, qu'il est très égoïste et elle lui reproche vraiment de ne pas montrer d'affection, que ce soit envers elle ou envers quiconque. Bref, Paul, il vit vraiment dans un mauvais contexte familial. Mais il y a un événement très troublant qui va arriver durant son adolescence. Il va découvrir que son père n'est pas son vrai père biologique. En effet, il apprend qu'il est le fruit d'une relation extra-conjugale qu'a eu sa mère. Et là, c'est vraiment un événement qui va énormément le toucher. À partir de ce moment-là, il va vraiment couper le lien avec sa mère. Les seules fois où il lui parle, c'est pour l'insulter de pute. Et sa mère, elle lui répond que c'est un bâtard. Donc, dans les deux parties, il y a vraiment un problème. Faut savoir que la mère de Paul, elle est vraiment dans une relation très toxique avec son père. Elle essaye au maximum de le fuir parce que ce dernier la violente constamment et aussi il abuse d'elle sexuellement. Sa mère, elle est vraiment dépressive et du coup elle fuit au maximum la maison et c'est pour ça aussi que durant son enfance, Paul a vraiment été délaissé par sa mère. À l'âge de 12 ans, Paul il va commencer les petits jobs, il va travailler dans la restauration, donc à côté de l'école. Ses parents vont vraiment insister pour qu'il arrête l'école et qu'il se mette à temps plein dans des boulots, mais étant donné ses résultats, Paul veut continuer l'école, il est très bon élève. C'est durant son adolescence que Paul il va commencer à avoir des relations amoureuses avec des filles. Mais c'est toujours le même problème. Au début, il est très gentil et très rapidement, il va se montrer dominant, agressif, même violent parfois avec ses filles et à chaque fois, elles partent. En fait, Paul, il est en train de reproduire le schéma qu'il voit et le comportement qu'il voit de son père avec sa mère. Donc, avec différentes de ses copines, c'est comme ça que ça se passe, mais au fil du temps, il y a même des filles qui vont commencer à porter plainte contre lui. Paul continue l'école et il va donc obtenir son diplôme de commerce et c'est à partir de là où il va de plus en plus fréquenter les bars et donc fréquenter des filles. Mais à chaque fois, c'est le même schéma, il devient abusif, il devient violent, il veut tout contrôler. Et au bout d'un moment, il a tellement de plaintes contre lui qu'il va se faire discret pendant quelques jours. Le premier acte terrible de Paul, ça sera le 4 mai 1987. Et Paul, un soir dans la nuit, va voir une jeune fille seule à l'arrêt de bus et il va l'agresser et la violer. Ensuite, il va prendre la fuite et la fille, elle reste sur place, elle est traumatisée, elle a qu'une envie, c'est rentrer chez elle. Elle décide de rentrer chez elle et de ne parler de ça à personne. Mais le 14 mai, donc 10 jours plus tard, Paul la retrouve encore une fois devant chez elle cette fois-ci et il va de nouveau la violer. Après ça, il va réussir à s'enfuir sans que personne n'ait été témoin de l'agression. C'est au mois d'octobre qui suit, donc en octobre 1987, que Paul il va rencontrer Carla. Mais du coup, qui est Carla ? Carla, elle est née en 1970, tout comme Paul, en Ontario. Donc elle est un peu plus jeune que Paul. Et durant son enfance, Carla, elle a une enfance assez simple. Elle vient d'une famille totalement normale. C'est une fille qui est considérée un peu comme insolente durant son adolescence, mais comme beaucoup d'adolescents. Et elle a une petite attirance pour toutes les choses un peu morbides. Ses parents, ils se posent pas plus de questions à ce sujet-là. Et elle s'intéresse aussi beaucoup aux romans, donc dans le true crime. Carla, dans ses relations amicales, elle est très dominante. Et en fait, les parents de ses copines ne l'apprécient pas beaucoup et ils trouvent que Carla, elle est vraiment de mauvaise influence pour leur fille. La deuxième passion de Carla après le morbide, c'est les animaux. Et du coup, Carla, elle a toujours un petit job dans une animalerie ou dans des cliniques vétérinaires. Et au moment où elle rencontre Paul, elle travaille justement dans une clinique vétérinaire. Paul a alors 23 ans quand il rencontre Carla qui, elle, en a 17. Et directement, il tombe fou amoureux.
Carla, elle, dès qu'elle l'a vu, elle a été totalement charmée par Paul. Et Paul, bizarrement, il est très attiré par Carla et c'est la première fois où vraiment il ressent quelque chose pour quelqu'un. Il a vraiment l'impression de découvrir l'amour grâce à Carla. Du coup, les deux tourtereaux décident d'entamer une relation ensemble, mais vous allez vous demander, est-ce que Carla, elle est au courant que son petit copain, il a violé une fille quelques mois auparavant? Eh ben, étonnamment, oui. Carla, elle est au courant de tout le côté très sombre de Paul, et elle le soutient même là-dedans. Ils ont donc une relation au début normale, si on peut dire. Paul est gentil avec elle, mais ça ne va pas durer longtemps. Très rapidement, Paul, il va de nouveau avoir un côté très possessif, très abusif. Il veut vraiment tout contrôler. Il va donc au fur et à mesure décider quelle tenue elle doit porter, comment elle doit se coiffer, et évidemment, il contrôle toutes ses fréquentations. Bref, sans s'en rendre compte, la jeune Carla, qui n'a que 17 ans, est en train de tomber dans les griffes de son petit copain. On est maintenant en décembre, donc quelques mois après qu'il se soit mis en couple, et de nouveau, Paul va frapper. Toujours à un arrêt de bus, il va repérer une adolescente de 15 ans. Le soir est en train d'arriver et il va la violer. Carla, de son côté, elle est au courant de ce qu'il a fait et ça ne la choque pas et elle ne réagit pas. Les policiers, eux, ils vont commencer à ouvrir une enquête. Ils vont rechercher cet homme qui a violé donc 2 différentes femmes à un arrêt de bus. Paul sera surnommé par les policiers le violeur de Scarborough. Mais à part les descriptions physiques que les jeunes filles peuvent donner, ils n'ont aucune piste. Le 23 décembre, Paul va cette fois agresser une femme avec un couteau. Mais elle va réussir à s'en sortir avant même que Paul ait le temps de la violer. Au niveau du couple, ça devient de pire en pire pour Carla, mais elle ne se rend compte de rien. Il commence vraiment à manipuler Carla pour qu'elle ait de moins en moins confiance en elle, donc il va lui répéter qu'elle est moche, qu'elle est grosse, et il va aussi beaucoup lui reprocher qu'elle n'était pas vierge quand ils se sont mis en couple. Carla veut vraiment essayer d'épanouir au maximum Paul et elle va répondre à toutes ses demandes. Donc il a des demandes très particulières lorsqu'ils ont des rapports sexuels, comme par exemple de faire comme si elle était en train de se faire violer, ou même il utilise durant les rapports un couteau. Donc voilà, on est vraiment dans une relation très bizarre. De leur côté, les policiers commencent de plus en plus à se mobiliser pour chercher le violeur de Scarborough et ils vont même dédier une équipe spécialisée qui est vraiment à temps plein sur cette enquête-là. Le 18 avril 1988, Paul va de nouveau violer une jeune fille de 19 ans dans un arrêt de bus. Encore une fois, il se débrouille pour qu'il n'y ait aucun témoin et qu'il puisse s'enfuir. Le mois suivant, donc en mai, il va de nouveau effectuer un viol dans les mêmes circonstances sur une jeune fille de 18 ans. Et à côté de ça, Carla est au courant de tout. Ça ne la dérange pas, mais elle n'est pas encore complice, parce que par la suite, Carla va de plus en plus s'impliquer dans les désirs de son copain. Le 4 octobre 1988, Paul va de nouveau essayer d'agresser une femme. Mais cette fois-ci, elle va réussir à se défendre et elle va le poignarder à 2 reprises. Un coup dans la cuisse et un coup dans la fesse. Paul aura donc 12 points de suture. Il s'est rendu à l'hôpital en montrant ses blessures et les médecins ne se doutaient de rien. Il a raconté un mensonge et tout le monde l'a cru. Et un beau jour, lors d'une conversation, Paul va expliquer à Carla qu'il a une attirance pour sa petite sœur. Donc la petite sœur de Carla. Et Carla, en aucun cas, ça va la choquer. Il décide donc de mettre en place un plan pour pouvoir prévoir l'agression de la petite sœur de Carla. Et à côté de ça, Paul continue d'effectuer des viols. En novembre 1990, les policiers commencent petit à petit à suspecter Paul. En fait, ils ont plein de suspects, mais au moins, il y a Paul dedans. Donc, ils sont sur la bonne piste. Ils passent alors un interrogatoire et il va même accepter de donner son ADN et de réaliser une prise de sang. Les policiers vont donc envoyer ces analyses dans un laboratoire, mais vous allez le voir, les analyses vont mettre des mois à être effectuées. Les policiers, ils interrogent et ils ne prennent l'ADN pas que de Paul, mais de différents suspects, comme je vous ai dit. Et Paul, durant les interrogatoires, il est toujours très cool. Il arrive même à faire rire. Il est pas stressé. Du coup, les policiers, ils ont pas trop de doutes sur lui. Et Paul n'est pas leur priorité. Il arrive donc toujours à s'en sortir. Le 23 décembre 1988, cette fois-ci, Paul va donc effectuer le plan sur la petite sœur de Carla, avec évidemment la complicité de Carla. Ils sont tous en train de passer une soirée en famille
famille avec les parents de Carla et la petite sœur de Carla qui s'appelle donc Tammy, et ils boivent un peu. Carla, elle a prévu après de droguer sa sœur pour qu'elle soit inconsciente et que son petit copain puisse abuser d'elle. Elle a donc pris des médicaments dans la clinique vétérinaire. L'heure de se coucher arrive et les parents vont dormir tandis que les enfants veulent aller regarder un film. C'est là où Carla va glisser les médicaments pour droguer sa sœur dans son verre. Directement, Tammy, la petite sœur, perd connaissance. Paul va alors commencer à abuser d'elle et à la violer. Et il va même demander à Carla de tout filmer. Mais très vite, ça tourne mal parce que Tammy commence à se vomir dessus et en fait, elle va s'étouffer dans son vomi dû au mélange de l'alcool et des drogues que lui ont fait prendre le couple. Paul et Carla commencent à paniquer quand ils se rendent compte que Tammy a vraiment perdu connaissance et qu'elle ne revient pas. Ils décident donc tranquillement de ranger toute la scène avec toutes les preuves avant d'appeler les urgences. Les médecins arrivent et malheureusement, ils déclarent que la jeune Tammy est décédée par accident. Comme si elle avait en fait trop bu d'alcool ce soir-là et que durant son sommeil, elle était décédée. Le 27 décembre ont lieu les funérailles de la petite fille. Carla ne montre aucun sentiment, tandis que les parents sont vraiment très impactés. Étant donné que Paul est souvent à la maison, les parents vont gentiment demander à Carla qu'il soit un peu moins présent pour qu'ils fassent leur deuil en toute intimité, ce qui paraît totalement normal. Et Carla va très mal le prendre, elle va donc décider de déménager et elle va emménager avec Paul. Petit à petit, Paul va vraiment essayer d'éloigner Carla de sa famille. Donc Carla a de moins en moins de contact avec ses parents. Donc on retrouve vraiment un schéma de manipulation. Paul, il essaye vraiment de couper Carla de tout le monde extérieur. Quelques mois plus tard, le 6 avril 1889, Paul va de nouveau violer une jeune fille et cette fois, il le fait en plein jour. Mais il n'y a toujours aucun témoin et il réussit à s'enfuir. Un mois après, c'est Carla qui va décider d'attirer chez elle une jeune fille âgée de 15 ans. Donc c'est comme si elle apportait un cadeau à son copain pour qu'il puisse tout simplement la violer. Cette jeune fille s'appelle donc Leslie et elle se rend chez Carla parce qu'elle pensait passer un repas avec une copine. Et finalement, elle sera donc abusée, violée par Paul et Carla et tout sera filmé. Puis Paul va décider d'étrangler Leslie et de cacher son corps. De plus en plus, Carla va participer au crime de son copain. Ils vont de nouveau enlever une adolescente de 14 ans. Toujours le même schéma, elle sera donc violée, filmée par Carla et par Paul. Et ensuite, Paul décide de la tuer en l'étranglant. C'est le 10 août que Paul et Carla décident de se marier. Et après leur mariage, ils veulent fêter ça. Et pour ça, quoi de mieux que de kidnapper encore une jeune fille. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont kidnapper une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Terry. Ils vont la violer, ils vont la droguer, ils vont la maltraiter. Et cette jeune fille va faire une overdose. Et cette histoire, elle va se répéter encore de nombreuses fois. En 1992, ils vont kidnapper une jeune fille appelée Kristen. Et cette fois, pour l'enlever, ils étaient en voiture, puis ils vont passer devant elle, qui attendait sur un parking d'une église. Carla va descendre avec une carte en lui demandant la route. Et Paul va arriver par derrière avec un couteau en la menaçant et en la forçant à rentrer dans la voiture. Il la ramène donc chez eux et elle sera torturée, violée, et ça durant 3 longs jours. Ce qui est horrible, c'est que pour la terrifier, ils vont même lui montrer les vidéos de leurs anciennes victimes. La fille devait sûrement être traumatisée. Et le 3e jour donc de sa séquestration, Paul décide de la tuer. Toujours de la même façon, il va donc l'étrangler jusqu'à qu'elle perde connaissance. Et le pire dans cette histoire, c'est que le soir même, les parents de Carla venaient dîner chez eux. Donc ils ont passé leur après-midi à abuser d'une jeune fille, à la violer, puis à la tuer. Ils cachent leur corps au sous-sol et le soir, ils arrivent à faire un repas de famille comme si de rien n'était. On est vraiment face à des gens qui ont un problème. Le corps de Kristen sera ensuite, quelques jours plus tard, jeté dans une benne à ordures. Mais le 30 avril, son corps est retrouvé. La police relève sur le corps des traces ADN et de suite, son premier objectif, ça va être de le comparer avec les anciennes ADN et tests sanguins qu'ils ont fait sur leurs différents suspects. En fonction donc du test sanguin, leur liste de suspects se réduit à 5 personnes qui correspondent, dont Paul Bernardo. De plus, il y a un témoignage très important d'une femme qui va dire qu'elle a vu une jeune fille sur le parking de l'église monter dans une voiture de force et donc il s'agit bien de Kristen. Elle décrit donc la voiture et elle explique que c'est
une Chevrolet Camaro. Et là, il y a de nombreux appels à la police qui vont commencer à être faits en disant, dès qu'en fait quelqu'un voyait une Chevrolet, ils appelaient la police pour signaler, etc. Mais il y a aussi des gens qui vont appeler et qui vont tout simplement suspecter Paul. Paul sera donc de nouveau interrogé, toujours pareil, il reste très gentil avec les policiers, en fait très manipulateur, et les policiers vont lui demander quelle voiture il a. Mais avec sa réponse, les policiers constatent qu'il n'a pas de Chevrolet, donc ils se posent pas plus de questions, et ils doivent aussi enquêter sur les 4 autres suspects qui correspondent au test ADN. Les policiers veulent plus de détails, ils vont donc appeler le laboratoire auquel ils avaient envoyé les tests ADN il y a des mois auparavant. Et en appelant le laboratoire, donc 1 an pratiquement après, le laboratoire explique qu'ils n'ont toujours pas fait les analyses. C'est ça qui va vraiment retarder l'enquête parce que sinon les policiers avaient leur coupable sous les yeux. Pendant quelques temps, les viols cessent, mais le 1er mai 1992, il y a un ami d'enfance à Paul qui trouve qu'il y a énormément de similitudes entre Paul et tout ce qu'il entend aux informations, tout ce qu'il voit dans les médias et la photo. Étant donné qu'il connaissait un peu le caractère abusif de Paul, il va décider d'aller parler à la police. Il va donc faire part à la police de tous ses soupçons et la police va bien tout prendre en note. Mais il y a un autre événement qui va se passer. Un jour, Paul va être très violent avec Carla et il va carrément la défigurer. Elle est directement transportée à l'hôpital et là, les parents de Carla se rendent sur place, ils découvrent le visage de leur fille et ils sont choqués. Carla, elle raconte tout. Elle dit à ses parents que c'est Paul qui l'a frappée. Elle parle en aucun cas des viols qu'il a effectués. Mais elle dit à ses parents que oui, Paul est très dur avec elle, que ce soit physiquement ou mentalement. Les parents, donc, sous le choc, vont tout faire pour que Carla revienne à la maison et c'est ce qui va se passer. Elle va redéménager chez ses parents et elle va aussi porter plainte contre Paul. Paul sera donc arrêté par la police pour avoir frappé sa femme, mais très rapidement relâché parce que la plainte a été annulée. C'est seulement 1 an plus tard, donc le 1er février 1993, que les tests ADN vont tomber. Les tests montrent bien que l'ADN retrouvé sur le corps de la jeune Kristen et les autres jeunes filles correspondent à l'ADN de Paul Bernardo. Et directement, il sera arrêté par les policiers. Mais en creusant un peu plus et en faisant des interrogatoires, les policiers se rendent compte aussi que Carla est impliquée dans de nombreux crimes. Parce qu'en fait, les policiers ils vont tomber sur une des vidéos. Pas toutes, mais sur une. Au total, il y a à peu près 6 vidéos cachées dans leur maison. Et cette vidéo va clairement montrer l'implication de Carla dans les actes du tueur de Scarborough. Elle sera donc elle aussi arrêtée, mais elle va accepter de témoigner contre une remise de peine. Carla sera donc accusée d'homicide involontaire. De son côté, Paul, il est furieux que Carla, elle ait parlé à la police et qu'elle ait tout raconté. Il a un avocat et ce qu'il va dire à son avocat, c'est où se trouvent les cassettes chez lui. L'avocat va donc se rendre chez Paul et dans la salle de bain, au plafond, il va récupérer les 6 cassettes qui montrent donc des viols et l'avocat va les garder pour lui parce que l'avocat, il pense que en montrant ces vidéos durant le procès, ça permettra donc de prouver encore plus l'implication de Carla et peut-être même de tout mettre sur le dos de Carla. Je sais pas si c'est très légal, mais je pense que oui, surtout qu'on est au Canada, on n'est pas en France, qu'un avocat récupère comme ça des preuves et qu'il ait le droit de ne pas les amener à la police pour que ces derniers puissent effectuer leur enquête. Mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et de son côté, Carla, elle avoue tout, elle explique tout. Grâce à elle, avec ces témoignages, on retrouve donc les corps de certaines filles que les policiers n'avaient toujours pas retrouvées. Donc, on a Carla qui est accusée d'homicide involontaire et Paul, lui, qui est accusé d'homicide, de viol et de séquestration. En 1993, le procès va avoir lieu et le verdict tombe. Carla va prendre 12 ans de prison ferme, tandis que Paul va prendre la prison à vie avec possibilité de remise en liberté au bout de 25 ans. Donc c'était en 2021. Après ces 12 ans de prison, Carla, elle va sortir et elle va réussir à récupérer une vie totalement normale. Elle a été aperçue dernièrement en Guadeloupe. Maintenant, elle est mariée à un homme. Et d'ailleurs, cet homme, c'est une personne de la famille de l'avocat qui l'a défendue durant son procès. Donc cet homme est au courant de tous les actes qu'elle a fait durant son passé. Paul, lui, a donc pris la prison à vie, mais avec possibilité de libération au bout de 25 ans. Mais il a fait une demande en 2021 qui a été rejetée. Voilà donc pour cette vidéo juste horrible à propos d'un couple tueur. Alors, est-ce que vous pensez que Carla était une femme complètement manipulée et déconnectée de la réalité? Ou est-ce que vous pensez qu'elle était réellement impliquée dans ces actes juste
abominable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me soutenir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!